Nous allons accueillir maintenant Maxime Bray, qui est étudiant à Sorbonne Université au Centre André Chastel et qui, lui, fait une thèse sur l'expertise artistique sous le règne personnel de Louis XIV. Donc nous sommes dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Cadre, acteur, mutation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer évidemment par remercier l'INHA qui me permettent de vous présenter donc la première année de mes travaux de thèse. Et j'en profite pour vous remercier également tous de votre présence. Transportons-nous un instant dans l'effervescence artistique de la seconde moitié du XVIIe siècle. Nulle ville européenne, pas même Rome, ne concentre autant d'artistes. Les œuvres d'art y abondent et se propagent par deux principaux canaux. La commande, les commandes passées aux artistes, aux peintres et sculpteurs par les bourgeois et aristocrates, et les œuvres directement conçues pour être écoulées dans les boutiques, foires et marchés. L'intensification de ces relations et transactions innombrables a un corollaire inévitable, l'augmentation des conflits, frictions et autres heurts entre producteurs d'images et acquéreurs. En 1696, Daniel Kronström, un agent culturel suédois présent à Paris, écrit « Il faut vous dire d'ailleurs qu'il y a ici, à Paris, des experts qui jugent les différends qui surviennent en matière d'originaux ou copies, entre acheteurs et vendeurs, et qu'on n'a pas plus de peine à avoir son argent d'un tableau copié ou vendu pour original que d'un cheval batteur vendu pour droit. Ce sont, dit-il, des choses réglées. » Retenons deux éléments de sa lettre. L'existence de litiges spécifiques au marché de l'art et la nécessité d'intermédiaires, d'experts spécialistes en la matière pour régler les difficultés survenant lors des échanges de tableaux. On se tromperait donc en pensant que c'est notre époque qui a inventé l'expertise des œuvres d'art. Elle semblait courante et en insistant singulièrement sur la question des copies et des originaux, Daniel Kronström est même très proche de notre conception contemporaine. En effet, l'expert en œuvre d'art est aujourd'hui cette figure incontournable du marché de l'art, célébrée pour ses capacités d'authentification et d'attribution des œuvres qui lui sont soumises. Seulement, le secrétaire suédois ne nous offre ici qu'un panorama tronqué de l'expertise telle qu'on pouvait la concevoir en ce siècle. Et l'ambition de mon travail est précisément de retracer et d'affiner tous les contours d'un panorama général de l'expertise au grand siècle, dès lors que les arts de peindre et de sculpter étaient d'une manière ou d'une autre interrogés. À travers le dire et le savoir-faire des experts s'exprime et se fait entendre une histoire de la perception de ces arts. Et grâce à la patiente réunion de procès-verbaux d'expertise, pour la plupart inédits, et à la mise bout à bout de ces séries documentaires, on peut espérer retisser une trame vivante de cette histoire. Et je me propose aujourd'hui de l'évoquer et d'évoquer en trois volets ces opérations d'expertise telles qu'elles se déroulaient sur le vibrant théâtre parisien. Premièrement, dans quel cadre se déroulaient ces expertises ? Au XVIIe siècle, la définition de l'expert renvoyait surtout au contexte judiciaire. Un connaissant praticien était nommé par un juge pour effectuer un rapport afin d'évaluer la qualité d'un travail ou de jeter quelque éclairage sur une affaire. Il faut comprendre que les peintres et les sculpteurs jouaient à l'époque des rôles multiples, producteurs d'images, restaurateurs, marchands, parfois enseignants. Et ils ajoutaient donc à cette panoplie déjà bigarrée, comme vous le voyez à l'image, le rôle d'experts qu'ils endossaient parfois en tant qu'auxiliaires de justice. Un nombre conséquent de leurs expertises est réalisé par demande du lieutenant civil de la ville de Paris à la suite d'une audience au fameux Châtelet, lorsqu'un artiste et un commanditaire ne s'entendaient pas sur la réception d'un ouvrage. Se découvrent alors d'intenses discussions sur la façon de comprendre la qualité d'une peinture ou d'une sculpture. L'expert devait, entre autres choses, être en mesure de vérifier que la fabrication de l'œuvre était conforme aux règles du métier, de définir par la prise en compte d'un certain nombre d'éléments la valeur du travail effectué, ou d'ajuster encore le prix de la peinture ou de la sculpture à sa qualité et aux capacités de l'artiste engagé. Pour vous présenter la matérialité d'un procès verbal,
Voici l'expertise de Denis Martin, sculpteur et juré, commissionné suite à une sentence, donc au Châtelet, pour examiner un tombeau orné d'une sculpture du dieu Mars. Le commanditaire, comme c'est très souvent le cas, estime l'ouvrage irrecevable et refuse de le payer. Les parties s'accordent donc sur la nomination de l'expert et après sérieux examen de 2 heures, son verdict tombe. La statue est, dit-il, un peu négligée, néanmoins à peu près proportionnée au savoir de l'ouvrier. Fin de citation. Les défauts de l'œuvre sont donc ici en l'espèce, selon l'expert, en cohérence avec le choix économe du commanditaire qui, je cite à nouveau l'expertise, ne pouvait avoir un ouvrage aussi parfait et fini que s'il avait employé les meilleurs maîtres de Paris. Vous l'aurez compris, l'expertise judiciaire permet d'étudier dans le détail les principes régissant la commande artistique et son prix. Mais là ne serait pas épuisée l'intervention de nos peintres et sculpteurs, experts auprès des juridictions. Auxiliaires de justice, ils le sont aussi dans une certaine mesure lorsqu'ils épaulent les huissiers-priseurs dans les estimations des peintures et sculptures lors des inventaires après décès. Auxiliaires de justice, ils l'étaient assurément lorsqu'un juge leur demandait de tracer, de portraiturer un lieu ou un édifice sur papier ou vélin pour aider à trancher un procès. Il ne fait donc aucun doute que la justice était le lieu d'épanouissement par excellence des expertises. En l'état de mes recherches, on ne conserve pourtant qu'une seule expertise judiciaire cherchant à déterminer si une œuvre est ou non originale. Dans sa lettre, Daniel Kronstrom donc n'évoquait pas le cadre judiciaire, mais plus vraisemblablement des expertises se déroulant dans le cadre marchand, plus nébuleux, pour lequel beaucoup reste à découvrir. Ces différents cadres d'expertise seraient bien vides si l'on ne les remplissait de la variété des ouvrages peints et sculptés soumis aux experts. Vous conviendrez qu'il n'y a rien à voir entre une série de tableaux peints par Rubens, un poignant monument funéraire pour la mère de Charles le Brun, ou de simples lambris peints d'huile, de couches d'huile avec ornements en filets dorés. Tous ces ouvrages ont pourtant été soumis aux experts dans les mêmes conditions procédurales judiciaires que je viens de mentionner. Un géographe et ingénieur du roi, Alain Manesson-Mallet, reconnaissait en 1702 qu'il n'y avait rien de plus délicat que d'estimer les ouvrages de peinture et sculpture en raison de leur diversité. Il ajoutait que ceux qui s'y appliquent, donc à la peinture, sont d'un génie et d'une capacité si différentes qu'on ne peut donner de règles pour l'estimation de leurs ouvrages et encore bien moins pour les mesurer. Fin de citation. Tantôt, les experts se contentaient donc de calculer le prix des matériaux employés en fonction des surfaces. Tantôt, ils développèrent des critères esthétiques plus ou moins élaborés. Et c'est précisément en embrassant cette diversité des regards experts, des méthodes employées, qui s'attardent tout aussi bien sur des versants artistiques que des versants artisanaux du métier de peintre et de sculpteur, que mon travail souhaite faire apparaître par contraste la spécificité de ce que l'on pourrait qualifier sans conteste, et même avec nos critères actuels, d'expertise artistique. Cela nous mène à un dernier questionnement. Qui sont ces experts qui garantissaient à ce point la valeur et la justice des échanges? Réfléchir sur ces acteurs experts permet de comprendre entre autres les bornes chronologiques de mes travaux 1661-1715. Dans la première moitié du règne personnel de Louis XIV, les partis ont la discrétion du choix des experts, ce qui explique que les rapports sont rédigés par des praticiens extrêmement variés, avec une tendance certaine, néanmoins, pour les peintres et les sculpteurs à élire leurs confrères, tandis que les commanditaires se tournaient plus volontiers vers des architectes. Mais en mai 1690, un édit royal créa un office d'experts jurés qui deviennent seuls compétents, notamment, je cite l'édit, pour les visites et rapports des ouvrages de sculpture, peinture, dorure et marbre. Apparaît à cette date un personnage essentiel de notre histoire, Charles-François Poherson, que vous voyez à l'image. Il est le seul peintre, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, à avoir acquis cet office et réalisa à lui seul, en moins de 15 ans, près de 80 expertises en justice visant la peinture et la sculpture. On peut donc considérer ce peintre, encore largement méconnu, et qui deviendra par la suite directeur de l'Académie de France à Rome, comme le plus important expert peintre du grand siècle. Mais il n'est pas suffisant d'étudier uniquement les élections contextuelles des experts et les quelques personnalités découvertes au gré des dépouillements.
Il faut aussi s'interroger sur la place des institutions. Sous le règne de Louis XIV, deux institutions majeures, longtemps en lutte, se partageaient l'encadrement des peintres et des sculpteurs. La corporation, la maîtrise des peintres et des sculpteurs de Paris, et l'Académie royale de peinture et de sculpture. Pourtant, aucune des deux ne revendiqua clairement sa compétence en matière d'expertise. Étrange silence, d'autant que l'Académie royale tranchait par exemple en séance des questions sur l'originalité et l'attribution de tableaux. Serait-ce donc aux peintres et sculpteurs de l'Académie que pensait le correspondant suédois Kronström lorsqu'il parlait d'experts jugeant des différends en matière d'originaux? Difficile de se prononcer avec certitude, car si ces différends étaient des choses réglées pour un envoyé culturel suédois à la fin du XVIIe siècle, il demeure encore beaucoup à éclaircir par l'historien de l'art d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Maxime Bray. Alors c'est seulement la première année de thèse. Oui. Donc c'est une recherche encore toute jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sources que vous utilisez? Vous nous avez montré un procès-verbal. Donc vous travaillez aux Archives nationales, j'imagine? Je travaille principalement aux Archives nationales pour la question des expertises judiciaires parisiennes. Et les sources majeures que j'utilise, c'est donc un fonds d'archives qui est sous la code Z1J. Voilà, ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais c'est les procès-verbaux des greffiers des bâtiments, puisqu'à l'époque, les bâtiments étaient compris de manière large, c'est-à-dire bâtiments et dépendance des bâtiments. Et donc, au sein de ces procès-verbaux, on retrouve des expertises de peinture et de sculpture. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je viens vous voir pour vous tendre le micro. Vous parlez de peinture et de sculpture, mais rien par rapport à l'écriture? Alors, mon travail se focalise, donc en tant qu'historien d'art, évidemment, sur la peinture et la sculpture. Évidemment, l'expertise en écriture est très importante et il y a des parallèles à dresser justement avec l'expertise en matière de peinture et de sculpture. Les expertises en écriture sont réalisées en général par des maîtres jurés écrivains. Et donc, évidemment, je les regarde, car c'est intéressant pour dresser justement des comparaisons entre les méthodes utilisées par ces maîtres jurés écrivains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ah oui. À quelle date la plus ancienne est-ce qu'on peut retrouver des traces d'expertise justement d'œuvres d'art? Alors, la plus ancienne trace d'expertise, je n'oserais pas m'avancer sur la question. En revanche, l'expertise artistique, l'expertise en tout cas, telle que je vous l'ai présentée, c'est-à-dire l'expertise non pas d'attribution ou d'authentification, mais l'expertise d'estimation des œuvres, existe depuis très longtemps. On en a de nombreux exemples, notamment au Quattrocento italien. Et en réalité, ça commence dès les premiers contrats, dès les premières fois qu'on va commander par un contrat écrit. Ensuite, on a des experts en général qui peuvent venir vérifier. Donc, en réalité, dès le XIIIe, XIVe siècle, on a des exemples de ce type d'expertise. D'autres questions? Non? Est-ce que, même si effectivement vous avez bien rappelé que vous aviez présenté la question de l'expertise sur le prix ou sur la qualité de l'achèvement d'une œuvre, est-ce que vous avez trouvé des exemples d'expertise pour des faux? Alors, la question du faux est très complexe au XVIIe, XVIIIe siècle. Les faux, surtout les faux artistiques, en réalité, on a beaucoup de sources sur les faux en matière de monnaie, ou les faux dès lors qu'il s'agit d'orfèvrerie, puisqu'on a la question du matériau qui est importante. Les faux en art, en réalité, sont plus souvent compris comme le faux magistral. C'est la capacité d'un artiste, justement, à copier à la perfection jusqu'à tromper les connaisseurs et les connoisseurs en imitant les grands artistes du temps. Donc les plus grands artistes au XVIIe qui sont considérés, c'est Raphaël, c'est Poussin, etc. Et quand ils ont cette capacité, en fait, c'est plutôt vu d'un point de vue positif. C'est-à-dire, c'est au contraire marque de talent d'un grand artiste que d'être capable de tromper son public d'amateurs, évidemment, bien introduit. Merci.
Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Non, toujours pas. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez évoqué Charles Poirson qui fait plus de 80 expertises. Il semble avoir eu un monopole dans le domaine de la peinture. En fait, ces experts d'œuvres d'art étaient-ils nombreux? Alors, les experts d'œuvres d'art, je précise simplement, mais Charles-François Poirson. Charles Poirson est son père, qui est aussi peintre. Mais en fait, son monopole vient simplement du fait qu'il a acquis cet office. Et en fait, une fois que cet office a été mis en place en 1690, les autres ont l'interdiction, c'est-à-dire en justice, lorsqu'on essaye d'élire un peintre qui n'a pas... on a essayé, et on a des traces dans les rapports d'experts, une partie qui essaye de nommer un tel ou tel peintre et qui est rejeté ensuite parce qu'il n'a pas cet office. Donc le monopole vient de là, en réalité. Mais sinon, avant cette date de 1690, ils sont extrêmement variés. Certains reviennent de temps à autre, et là, il s'agit de faire une étude prosopographique, c'est-à-dire de revenir sur l'ensemble des vies de ces experts pour essayer d'établir s'ils interviennent plusieurs fois, si une fois qu'ils sont élus par un juge, est-ce que le juge revient vers eux, etc. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y en a quasiment presque autant que de cas d'espèce avant 1690. Ils sont assez nombreux. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que, avant que nous laissions Maxime Bray, est-ce que quelqu'un a envie de poser une dernière question? Non? Pas de regret. Il a tout expliqué. Alors, un grand merci à vous. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes à midi pour écouter une nouvelle présentation de thèse. À très vite.